Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que t'as pas beaucoup d'énergie, que t'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Bonjour Gaëlle et bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Alors tout d'abord, un immense merci de participer à ce podcast. Alors je dois avouer que en lisant tes livres que tu m'as vraiment très généreusement envoyé, j'avais l'impression d'être en face d'une ceinture noire de développement personnel et que moi, avec mon petit niveau ceinture blanche, j'étais vraiment très impressionnée. Alors merci de venir sur le podcast et de partager ton expérience. Merci beaucoup Fanny de ton invitation. Je suis moi aussi ravie. Alors c'est drôle parce que les auditeurs le voient pas, mais je porte un bandana noir, donc la ceinture noire, ça me fait rire. C'est une jolie synchronicité. Mais bon, j'ai pas du tout la prétention d'être au-dessus de qui que ce soit. Voilà, je pense qu'on a tous plein de richesses et on est tous des ceintures noires en puissance, je crois. On est les ceintures noires de nos vies. Exactement. Ok. Alors, Gaëlle, tu as une histoire absolument incroyable. Si on devait définir ce que tu fais aujourd'hui, alors j'ai noté autrice, sophrologue, danseuse, journaliste, conférencière. Je crois que ton CV doit faire 10 pages aujourd'hui. Qu'est-ce que j'oublie dans cette liste? Alors, j'ai pas de CV, en fait. Je suis très nulle pour ça. Non, mais effectivement, il y a toutes ces casquettes et c'est toujours très embêtant, cette question de qui suis-je et comment me présenter parce que, pour moi, tout est très clair en fait. Tout est relié en fait. La danse est au centre et se manifeste de plein de façons. Danser sa vie, hein, c'est le titre de ma conférence TED et du coup de tout ce que je développe, que je défends. C'est présent dans l'écriture, c'est présent quand je suis en séance de sophro. Mais je sais que c'est toujours délicat parce qu'on a envie de nous mettre dans des petites cases et que, pour moi, il y en a plusieurs, mais je crois que comme la plupart d'entre nous en fait. Donc non, tu n'oublies rien, il y a la case de maman, il y aurait aussi toutes ces postures de ma vie personnelle en fait. En tout cas, j'essaie par mon expérience d'inspirer les gens, ça c'est vraiment mon moteur et de montrer que finalement danser sa vie, être heureux, c'est pas si difficile, il suffit juste de commencer par des petits pas. Ça demande un peu de courage, mais donc tu vois, il y a vraiment quelque chose de. Je crois que je suis une pédagogue en fait de l'existence un petit peu. Ça j'aime bien, tu vois, transmettre. Ouais. Voilà, mais je suis tout ça à la fois et bien plus encore, mais comme chacun d'entre nous. Ok, magnifique. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ressemble la meilleure vie de Gaëlle et en fait dans toutes les sphères puisque comme on le voit, hein, tu es ce qu'on appelle un petit peu maintenant les multipotentiels ou les personnes qui en fait osent explorer absolument tous les recoins de leur être. Et est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble cette meilleure vie-là dans toutes ces sphères? Alors, il y a cette notion qui vient quand tu me parles de meilleure vie. Alors évidemment, l'idée c'est pas la performance, hein, c'est vraiment on le comprend très clairement dans ton podcast, hein, parce qu'il y a aussi une pression du développement personnel parfois et j'adhère pas à ça du tout. Mais en tout cas, moi j'aime me sentir libre. La liberté, je crois que ça c'est vraiment une valeur qui est fondamentale pour moi. De me sentir libre de créer, la création aussi, créativité. Moi, je pense que je suis un peu une artiste dans l'âme, au sens où j'aime créer en fait des nouvelles choses. J'essaye énormément de trucs, certains marchent, d'autres pas. En fait, je recrée en permanence. C'est vraiment créer sa vie et puis avoir une exigence du travail sur soi. Parce qu'en fait, je me feedback en permanence, je me remets beaucoup en question. Et j'interroge toujours ma part de responsabilité dans ce que j'entreprends. Donc, pour moi, c'est la clé de la liberté, ça, c'est se dire qu'est-ce qui dépend de moi, en fait, et qu'est-ce que je peux changer. Et avec ça, j'ai l'impression de rebondir. Alors, je me prends des vestes, je me prends des portes, hein, parce que les gens me disent que ça a l'air facile, mais ça l'est pas du tout, pas toujours. Mais par contre, j'interroge toujours ma responsabilité et je me remets énormément en question. Et ça, c'est la liberté, je crois, dans toutes les casquettes de mon existence, toutes les facettes. D'accord, magnifique. Et alors, si on revient un petit peu en arrière, de quoi tu rêvais quand tu étais enfant? Est-ce que tu t'es dit, moi, je veux
danser ma vie et avoir cette liberté. Quels étaient tes rêves? Moi, je voulais danser. Ça, c'est clair que, voilà. Donc, je voulais être, alors, je dis danseuse, souvent, c'est un raccourci parce qu'en fait, je voulais être prof de danse. Je voulais enseigner. D'accord, ouais. Et vraiment, c'était toute ma vie, toute mon existence. Mais bon, voilà, le souci, c'est que les rêves d'enfants parfois se confrontent au principe de réalité, que c'est une carrière extrêmement difficile, pas connue, et que voilà, et que c'était pas forcément ok pour mon entourage, et c'est normal, hein, c'est ce que je raconte aussi dans ma conférence TED, parce que quand t'es jeune comme ça, on préfère que tu aies un parcours solide, sérieux. Avant, voilà, parce que mais je voulais danser, et je crois que j'étais une enfant, et je suis toujours très sensible, et qui avait conscience qu'on était connecté à plus grand. Alors je parle pas de religion ou de Dieu ou de quoi que ce soit, mais vraiment que l'univers était très riche, qu'il y avait plein de choses plus grandes que nous. Ça, je crois que je l'ai senti très tôt, et que le chemin qui m'attendait, il allait être particulier. Ça, j'en ai toujours eu que j'avais un rôle à jouer, quoi. Voilà. Ça, je l'ai eu très tôt. Ok. Et comment la danse est arrivée dans ta vie alors, enfant? Tu as fait le parcours des petites filles qui vont à la danse avec le petit tutu et avec la prof de danse hyper sympa qui te dit de te tenir droite? Alors, j'ai commencé par de la danse rythmique. Non, j'avais 5 ans, je crois. Et en fait, j'ai pas tout de suite fait de la danse classique, parce que déjà, je pense que cette rigueur, tout ça, elle m'a pas vraiment parlé. Mais j'ai rejoint une troupe, en fait, de danse dite plutôt folklorique. On faisait de la danse moderne, mais on faisait surtout beaucoup de folklore, de danse d'Israël notamment, mais pas que. Et je crois que dans cette danse hyper sautillante, hyper joyeuse, je me suis vraiment retrouvée. Donc j'ai vraiment fait tout le cursus avec cet enseignant-là, cette troupe de danse. On est vraiment une troupe. Je suis partie en tournée en Israël en 93, donc j'avais 12 ans. Wow. Voilà, ça m'a ouvert énormément. Et puis ensuite, plus tard, est venu le flamenco, parce que j'adore cette danse aussi, qui vraiment allait sortir ses tripes. Et j'ai fait aussi de la danse classique, mais en fait, je crois que j'étais pas trop faite pour ça. Trop rigide peut-être, ça manque de liberté. Ah oui, et puis je pense qu'il faut une certaine morphologie, ça c'est vrai, hein. Je crois que voilà, moi je suis très cambrée, j'ai un physique voilà, je suis assez rond dans le sens où, avec des formes, quoi, tout simplement. Et donc voilà, c'était rentrer les fesses, tout ça, pour moi c'était compliqué. Donc, et puis c'est vrai que j'ai été toujours quand même extrêmement séduite par la danse libre, et j'ai travaillé d'ailleurs plus tard dans mes études sur Isadora Duncan, tout ça, toutes ces femmes qui ont libéré le corps et qui ont dansé leurs émotions et leur vie intérieure. Ça m'a beaucoup plus intéressée. D'accord, donc c'est marrant, hein. Déjà très tôt, on retrouve l'élément pédagogique. Tu voulais être prof de danse, et en plus ce besoin de liberté, même dans l'expression physique du type de danse que tu explorais. Hein. Oui, c'est ça. J'ai enseigné dans cette école. D'ailleurs, mon prof de danse, longtemps dans la troupe, m'a proposé d'enseigner aux plus jeunes. Et vraiment là, je crois que j'ai connecté un bonheur absolu de transmettre, d'expliquer, de décortiquer, pour en plus aller jusqu'au spectacle et aider les enfants, parce que c'était des enfants, à oser. Et tu vois, en fait, la coach, elle est pas très loin de l'organisation, tout ça. Ouais, je pense que c'est ça mon essence, vraiment. Et donc ça se passait sur un côté peut-être hobby, puisque en parallèle, évidemment, tu as suivi un cursus, on va dire, beaucoup plus classique. Est-ce que ce cursus classique était vraiment poussé par ton entourage peut-être, ou justement, il faut être sérieux, il faut faire des études sérieuses, la danse, c'est pour s'amuser, et après, il y a un métier, on n'a pas besoin d'aimer forcément ce qu'on fait. Est-ce que tu étais dans cette situation-là? Alors, oui et non, parce qu'en fait, le métier pour gagner sa vie, c'était pas trop le discours de mon entourage. J'ai quand même des parents qui sont assez passionnés et très ouverts quand même à la vie artistique, en tout cas en tant que hobby, ça c'est sûr. Ma maman, elle danse, mon papa, il fait du saxophone. Enfin, voilà, il y a quand même eu cette nourriture. Mais effectivement, j'étais plutôt bonne à l'école, mais je me mets à leur place, en fait. Si tu as un enfant qui se débrouille plutôt bien, en fait, t'as envie de lui offrir les meilleures chances, et peut-être que c'était un peu casse-gueule. En fait, je le saurais jamais, ça. Et en même temps, j'aurais pas eu tout ce parcours s'il n'y avait pas eu ça. Donc, tu vois, j'évite de me poser cette question. Effectivement, la danse, c'était du hobby. Après, moi, je le prenais au sérieux, c'est-à-dire que je commandais tous les catalogues. J'étais à Nancy, hein, moi, je suis de Nancy, de Lorraine. Je commandais tous les catalogues des écoles, des grandes écoles, voire je bossais l'anatomie, l'histoire de la danse, parce que je me suis dit un jour, je passerai mon diplôme d'État. Ok. Je suis allée en cachette à Répéto m'acheter des pointes pour m'entraîner. Enfin bon. Rebelle. Mais
Je sais pas. Je ne sais pas si j'aurais réussi à le faire. J'en sais rien. C'était pas mon chemin, sans doute, ça c'est sûr. Et puis après, le problème c'est que la danse à haut niveau est un parcours exigeant d'études, parce que j'ai fait des classes prépa, hippocagne, cagne, où là vraiment t'es obligé quand même d'être à fond. Voilà, elle a pris moins de place la danse, et puis elle est revenue plus tard. Ouais. Et est-ce que tu peux parler un petit peu d'une phrase qui a un petit peu marqué ton enfance, donc de ce cher conseiller d'orientation? Donc, c'est la fameuse phrase que tu partages dans ton TED Talk qui est magnifique et que j'encourage tout le monde à aller voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ce conseiller d'orientation? Lui, il m'a dit que déjà, c'était pas un métier. Enfin, il voulait pas. Voilà, c'était pas un métier, puis qu'il fallait je le détaille moins dans le TEDx, mais que en fait, lui, il voulait m'orienter vers une carrière. Il me dit, si tu veux faire danseuse, tu vas vers une carrière technique, quoi, bac pro, tout ça. Bon, ça n'avait pas de sens de toute façon, et puis que oui, c'était pas un métier, c'était pas sérieux, quoi. Donc je pense qu'ils y connaissaient rien de toute façon. Ouais. C'est aussi des carrières qui, bien sûr, il y a des écoles de danse, mais il y a aussi le parcours de terrain, il y a les chemins de traverse. Énormément de danseurs sont passés par d'autres voies que simplement une école, même s'ils ont une formation solide. Donc je crois qu'en fait, eux, ils se cantonnaient aux fiches qu'ils avaient, tu vois, de conseillers d'orientation. Ils sont pas tous comme ça, heureusement, mais en tout cas, dans mon collège, c'était ça. Et puis ils regardent les notes, quoi. Donc ils se disent, voilà, si tu veux faire ça, tu vas en technique, mais en fait, vu tes résultats, plutôt général, quoi. Donc il y avait pas forcément de discussion. Mm-hmm. Donc non, les portes, ils m'ont pas ouvert les portes. Il n'y a pas eu d'écoute par rapport à ça. Mm-hmm. Bon, sans doute parce que ça montrait une méconnaissance, et puis voilà, une méconnaissance du secteur et des idées reçues qui ont toujours la vie dure. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu fais Cagne, Hippocagne, qui sont des hautes études, et ensuite, tu intègres quelle école? Alors déjà, moi, je fais un bac scientifique pour te montrer un petit peu le chemin de décours, parce que ah oui, c'est vrai, c'est original. Croyance limitante. Si tu es bon, tu vas en S, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et si tu n'es pas bon, tu vas ailleurs. À l'époque, c'était ça les filières. Donc j'ai fait S. Bon, j'ai pas forcément kiffé mon lycée, franchement, parce que j'étais pas faite pour ça. Et puis ensuite, avec ce dossier-là, j'ai pu être sélectionnée en hippocagne, donc à Nancy. J'ai fait les hippocagne, Cannes, les 2 années. Alors c'était très dur, ce sont des études extrêmement exigeantes. C'était un peu jeune à 18 ans pour vivre ça, mais avec le recul, je vois à quel point ça m'a donné une ossature solide, une puissance de travail assez intense qui me permet justement de faire tout ça. Vraiment, ça je dois beaucoup. Un amour des lettres, de la littérature. J'ai eu aussi des enseignants qui ont su me transmettre ça. Et puis après, je suis partie à la Sorbonne. Okay. Donc là, c'est l'arrivée à Paris, donc les études, les petits jobs en librairie chez Gibert, et puis là, la découverte de la vie parisienne, du spectacle, des artistes. Et là, je commence à me dire, en maîtrise, je bosse sur quoi? Littérature et danse. Je fais littérature et danse, donc tu sens quand même que bon. Bien. Et puis je me pose cette question, mes profs me disent la prochaine étape c'est l'agrégation de lettres, etc. Puis j'ai pas envie de faire ça, moi. J'avais pas envie d'enseigner les lettres. Et je me dis en fait ma carrière là, en fait, qu'est-ce que ça va être? Chercheuse, enseignante, mais j'ai pas envie de ça. Vraiment, j'ai pas envie. Et la danse me manque, donc j'ai tout plaqué. Vraiment, j'avais besoin d'un stop assez radical. Wow. Donc ça a demandé beaucoup de courage parce que abandonner toutes les idées reçues, etc. Et je suis allée m'inscrire à Pôle emploi pour avoir un contrat aidé à l'époque pour bosser avec des compagnies de danse qui n'avaient pas énormément de moyens, donc il fallait trouver des petits subterfuges. Je me suis bagarrée pour avoir un contrat aidé très mal payé parce qu'on me disait vous êtes qualifiée, quoi. Mais moi, je voulais de l'expérience. Je voulais travailler avec les danseurs. D'accord. Et travailler donc tu es avec les danseurs, mais tu n'es pas danseuse à ce moment-là. Non, ça, je ne l'autorise pas du tout à l'époque parce que j'ai vraiment fermé la porte du rêve. C'est-à-dire, ça m'a vraiment fait souffrir aussi. Donc, je crois que j'ai renoncé. Je danse toujours pour mon plaisir, mais pas sur scène. Par contre, j'écris toutes les notes d'intention, je travaille sur la production, la diffusion, j'apprends à faire toute la communication autour d'un spectacle, en parler pour réunir les gens, les actions artistiques, les actions éducatives autour de ça, tout ce qui est autour du spectacle. Et ça déploie aussi des compétences qui vont m'être très utiles plus tard, c'est-à-dire parler de son travail, avoir conscience que si t'en parles pas, t'existes pas, et que c'est pas évident de parler d'un projet artistique ou culturel. Et voilà, je commence comme ça. D'accord. Et puis, je me fais un nom parce que visiblement, avec la passion, animée par la passion, je fais plutôt bien mon travail et jusqu'à travailler avec des grands comme Caroline Carlson, qui est quand même une chorégraphe incroyable. Et donc, je suis repérée comme ça par la Fédération française de danse qui se dit, mais cette nana, elle a quand même fait un parcours hippocagne, Cagne, Sorbonne. Elle doit savoir écrire. On va lui proposer d'être pigiste dans notre magazine Et donc là, j'interviewe des danseurs. Donc je rencontre ils font la gala. Enfin, t'imagines pour la gamine qui les regardait en photo et qui imagine. Là, je suis en phase 2 et je les interviewe sur leur parcours, quoi.
Et Waouh. de journaliste, elle naît parce que je suis profondément aussi animée de ça, animée de faire Mhm. connaître les gens. Je trouve ça un métier formidable. Et donc ces deux carrières se déploient de manière concomitante. Voilà, Ok. les danseurs et écrire sur la danse. Voilà, donc la danse est le sujet central, mais finalement, tu prends les chemins de traverse pour être dans ce milieu-là. Magnifique. Ah ouais, complètement. Et je pense que tu apprends beaucoup avec ces chemins de traverse. Après, Mhm. j'ai vraiment beaucoup travaillé, beaucoup voilà, accepté aussi parce que j'étais vraiment dans l'ombre dans ces métiers, hein, Mhm. notamment la production, la diffusion, sont pas toujours bien accueillis. Mhm. Tu travailles avec des personnalités, hein, les artistes. Mhm. Voilà, il faut savoir comment. Voilà, c'est des personnes très sensibles. Mais j'ai appris énormément. Et je pense que ça a Mhm. nourri toute la suite. En fait, c'est pour ça que je te dis que tout a du sens. Ouais. Que quand on me dit mais t'es quoi, je dis je suis tout ça en fait. L'un nourrit l'autre. Ouais, Tout le temps, tout le temps. tout à fait. Et comment la sophrologie entre dans ta vie alors? Alors, la sophrologie, elle entre par mon expérience personnelle. Donc, je déploie, comme je te disais, cette carrière de journaliste. Et puis, un jour, on me propose d'animer une émission de radio. Waouh. Voilà. Et parce que la voix, c'est aussi important dans ma vie. Je chante, voilà. Puis bon, ma sophro, maintenant, c'est quand même au cœur. Mhm. Et sauf que je me dis, attends, un direct, t'as pas le droit à l'erreur. One shot, quoi. Mhm. Et je me dis, waouh, j'ai pas intérêt à me gaufrer. Je suis un peu syndrome de bon élève, hein, par moment, soyez clair. Donc, je vais voir une sophrologue. Et ça faisait longtemps que je me demandais, quand j'accompagnais dans mon travail de production les danseurs en tournée, j'étais quand même confrontée à des moments difficiles de stress, d'anxiété, parce que c'est très engageant, le métier d'artiste, sont des métiers passion, et je me disais, il faut que je trouve un truc qui me permettrait de les accompagner. Et voilà, truc, question qui reste en suspens, le truc. Et ce truc-là, j'ai découvert quand moi je suis allée voir une sophrologue pour préparer mon direct à la radio. Ok. À donner des exercices pour gérer, en tout cas accueillir mes émotions, être vraiment présent à ce que je dis, à ce que je défends, accueillir le stress et voilà. Et là, je me suis dit, mais cet outil, en fait, s'appelle sophrologie. Mais je voulais pas du tout devenir sophrologue, par contre, hein, je voulais me former pour les danseurs, tu vois. Ouais. On continue le parcours. Après, tu te dis, bon, comme quoi, parfois, la vie, elle est assez maligne. J'avais levé la main en disant, moi, je veux pas être sophrologue. Bon, je crois que sur ma promo, on est deux à être vraiment installés et j'en fais partie, tu vois. Ouais. Génial. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Et donc ensuite, tu maintiens ces deux carrières, tu te formes en plus à la sophrologie. Ouais. C'est ça. Je continue à travailler, donc je fais la formation en même temps. Voilà, parce que mais ça m'a permis vraiment de garder bien les pieds sur terre et tout de suite voir les applications que je pouvais proposer aux artistes. Et puis je découvre que la sophrologie peut aider tout le monde. C'est aussi un moment où dans mon existence personnelle, je traverse un deuil très violent. Il se passe plein de choses. Cette année, il y a un nœud comme ça, vraiment de changement. C'est une année de mue profonde. Et je me dis, mais en fait, quoi, je ne travaillerai qu'avec les artistes. J'ai envie de travailler avec les enfants, les ados. Et en fait, je suis profondément sophrologue parce que la sophro, c'est le lien corps-esprit. Donc moi, je trouve là-dedans tous les liens avec la danse, tous les liens avec l'intuition. Enfin, c'est évident pour moi, en fait. Et là, je me dis, je vais m'installer. Donc, je continue à avoir les deux pendant assez longtemps. Puis à un moment, je saute, quoi. Et j'ai la chance, en fait, d'accompagner des artistes à ce moment-là qui accompagnent aussi cette mutation, qui voient qu'il y a quelque chose qui change et en fait, qui m'ont choisi depuis le début pour toutes ces casquettes et qui disent ça et qui disent, mais en fait, on aimerait que tu continues à nous accompagner différemment. On va te suivre, en fait. C'est eux qui me suivent, du coup, là. Wow. Donc, ça fait une transition très douce, en fait. Mais bon, voilà, après, je deviens vraiment entrepreneuse. J'étais intermittente du spectacle et en tant que sophrologue, il faut que je m'installe, il faut que j'ouvre mon entreprise. Donc là, je passe à une autre facette, quoi. Ok, et donc là, ça y est, c'est le grand saut. Mais comme tu dis, une transition relativement douce, dans le sens où tu as déjà des personnes qui te suivent dans cette aventure-là. Et donc là, tu commences ton parcours de sophrologue. Et à quel moment tu vas en Asie? Alors, c'est au même moment. C'est au moment où j'ai cette mue, ce deuil, cette découverte de la sophro. Enfin, c'est juste un peu avant les Philippines. La première fois où je vais aux Philippines. J'ai l'opportunité d'aller aux Philippines, voilà. Et en fait, évidemment, quand j'arrive aux Philippines, moi, qu'est-ce que je veux rencontrer? Les danseurs, évidemment. Là, je découvre que les Philippines, c'est un pays qui danse, que c'est dans leur essence, que c'est même pas une question d'être artiste ou pas. Et que du coup, je suis complètement accueillie dans cette communauté. Je suis très curieuse et à l'époque, mon côté journaliste me dit mais pourquoi on ne parle pas de ces danses philippines? Il y en a des centaines de différentes. Et donc je rentre en France en me disant il faut qu'on fasse quelque chose. Donc j'en parle à mon conjoint en disant vas-y on fait un documentaire. Ok. Je ne suis pas réalisatrice, j'apprends tout ça après, mais j'ai cette intuition qu'il faut qu'on en parle et donc on y retourne tous les deux.
Et on est tellement dans cette croyance que c'est nécessaire, essentiel, qu'on embarque avec nous tout un tas de partenaires, tu vois, c'est fou, quoi. Génial. On parle tellement avec le cœur que, alors des partenaires en matériel, on nous donne pour le micro, on nous file des tas de trucs. Et surtout, on dit aux gens là-bas, on va tourner, filmer, et on va revenir vous donner un exemplaire du DVD à l'époque qui vous servira pour votre promotion, en fait, enfin, pour montrer tout ça. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On y est retourné avec le film. Ah, mais génial! Et ce documentaire existe alors? Il est disponible? On peut le voir quelque part ou il est sur DVD? Il est sur DVD. Alors, on a fait plusieurs projections. On a été invité au musée du Quai Branly. Enfin, tu vois, quand même, ça part d'un événement personnel et tu te retrouves au Quai Branly. Enfin, c'est énorme. Et du coup, non, on n'a pas encore pris le temps de le mettre en ligne. Ça demanderait tout un travail. Et en fait, on a porté attention sur d'autres choses, mais on n'a pas dit notre dernier mot là-dessus, c'est sûr. Ah, magnifique. Écoute, je ne savais pas qu'il y avait un documentaire, donc écoute, ça me ravit parce que j'aimerais bien le voir. Du coup, tu mets l'eau à la bouche de tous les auditeurs, là, maintenant. Ça s'appelle Sayao, donc ça s'écrit S-A-Y-A-W. Sayao, ça veut dire danse en tagalog, le langage, une des langues philippines. Ok, magnifique. Et comment, donc là, on voit dans ton parcours qu'il y a eu beaucoup de transitions de vie. Comment a réagi ton entourage dans ces moments-là? Donc, on a vu quand même qu'il y avait, il fallait faire des grandes études. Puis à un moment donné, c'est toi qui as dit, bon, stop, maintenant, je retourne vers quelque chose que je veux, qui m'anime vraiment. Et comment réagissent les gens, ton entourage, ta famille? Est-ce que c'est plutôt, on va t'aider dans ce chemin-là, ou bien, non, tu devrais aller là-bas parce que c'est ce qu'il faut faire? Ça dépend des moments et ça dépend des personnes, en fait. Il n'y a pas une réaction générale, parce que les réactions partent toujours de soi, en fait, de ce qu'on projette. Tu vois, je me souviens de ma grand-mère maternelle qui était déçue parce que elle, c'était chouette de voir l'agrégation, mon prof de lettres aussi. Il y a une forme de déception parce que les gens croient en toi, mais d'une certaine façon. Et je peux tout à fait comprendre. Il y a le parcours de devenir intermittente du spectacle, tu vois, donc c'est l'insécurité totale. Voilà, ça inquiète forcément. Ça inquiète et puis par moments, ça fascine. En tout cas, je pense que le fait que je garde le cap depuis toutes ces années, il y a un moment, on se dit, c'est son truc, quoi. Donc, il n'y a pas d'empêchement ferme, en tout cas, à part des peurs, quoi. C'est-à-dire qu'après, j'aurais pu, moi aussi, dire, quand on m'a dit, t'as pas le corps d'une danseuse, dire, mais je m'en fous. Mais bon, voilà, moi aussi, je suis imprégnée de ces croyances-là, et j'ai dû m'en libérer. Donc, on se prend une responsabilité. Mais ça dépend des personnes. Mais de toute façon, c'est tellement mon essence que je fonce, quoi. Et justement, alors, une question qui me vient tout de suite, c'est, mais comment tu fais, toi, quand tu es peut-être plus jeune, que tu te connais moins, que tu as moins ce feu à dire non, mais je veux faire ça et t'opposer quelque part à la pression extérieure. Comment tu fais, toi, pour te dire j'y vais quand même si il y a des peurs qui sont à l'extérieur et qui ne me concernent pas? Comment tu fais pour dépasser ça? Parce que c'est vachement dur quand on n'est pas encore bien formé, tu vois, qu'on se connaît pas très bien. On est hyper influençable. Oui, c'est sûr. Alors, et je l'ai été de toute façon. Et en fait, cet exercice d'oser, je pense que c'est encore le cas maintenant. C'est-à-dire que oser écrire, oser faire une émission de télé, à chaque fois, j'ai la trouille. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'accepte toujours le challenge et je flippe après. Tu vois, et après, je me dis, mais ça va pas, mais comment tu vas faire? J'ai toujours cette peur en moi, j'ai toujours ce trac, j'ai toujours ce doute. Ça m'a pas quitté, en fait. Et plutôt sain, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas cette assurance d'être forcément parfaite, tu vois. Je pense que ça permet de conserver beaucoup d'humilité et j'y tiens énormément. Après, je pense que j'écoute quand même le corps, c'est-à-dire que quand ton corps, quand t'es pas à la bonne place ou que t'es pas bien, il te le dit, quoi. Donc, j'ai eu des moments de souffrance énormes de pas être à ma place, de plus danser, de pas aimer mon corps, c'est très dur, en fait. Mais justement, à un moment donné, c'est comme si tu touches presque le fond, puis tu prends un grand appui et tu dis un go. Et je pense que je chéris la chance d'être en vie chaque jour, tu vois. Je me dis, la chance. Alors, il y en a qui me disent arrête de dire ça parce que c'est, tu vois, les superstitions, tout ça. Mais moi, je crois que la gratitude et la reconnaissance de la chance que tu as, elle te donne énormément d'élan. Et je me dis, la vie est courte, quoi. Donc, go. Enfin, prends ça. Et puis, si tu te plantes, c'est quoi le problème? En fait, finalement, c'est quoi? C'est pas grave. Tu te plantes, t'apprends.
J'ai pas cette notion d'échec, tu vois. Par contre, Ouais. alors ça m'arrive de traverser de gros déserts, évidemment, comme tout le monde. Et je pense que Ouais. comme les personnes qui brillent le plus, tu vois. Et alors, je m'inspire beaucoup des parcours d'artistes, parce que tu vois, j'ai tellement travaillé avec des gens qui sont force de travail, qui parfois ont 5 personnes dans la salle et continuent à donner la même énergie. J'ai énormément passé pour ça, j'ai été baignée là-dedans, et je pense que j'en suis complètement imprégnée. Et de me dire, si ça touche 5 personnes, ce sera déjà 5 personnes. Ouais, ok. Et que si chaque soir, je peux me dire, t'as semé des graines, t'as donné quelque chose et t'es resté profondément authentique. Ça, pour moi, c'est hyper important, quoi. De pas tricher. Quelque part, c'est vraiment se reconnecter avec ce qui est important pour toi. On peut appeler sa mission de vie ou peu importe les mots qu'on met dessus, mais les valeurs qui te sont propres et qui t'animent, vraiment. Donc ça, et la gratitude de chaque jour, finalement, n'est pas donnée. Donc, autant l'apprécier. Et j'aime beaucoup ton troisième conseil qui est, si ça se plante, au final, on se fait tout un monde de, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si? Mais, au final, il se passera pas grand chose à part peut-être, que ce sera une émotion désagréable et oui, il y aura peut-être des choses à gérer, mais au final, il n'y a pas mort d'homme. Oui, c'est ça. Et puis, alors, il y a 2 choses qui me viennent quand je t'entends, c'est aussi, toujours prendre de la hauteur. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand ton bouquin, tu dis ce qui va marcher et tout, puis après, tu prends la hauteur et tu dis, mais c'est un bouquin parmi les milliards. La Terre est vaste, il y a des milliards d'êtres humains. Enfin, tu vois, je relativise énormément ce qui m'arrive. Ça m'aide comme un hélicoptère, tu vois. Je prends de la hauteur et je me dis, ok, là, effectivement, est-ce que dans l'échelle d'une vie, là, ce que je viens de vivre est grave? Non. Ouais. Par contre, si j'ai pas la santé ou que j'ai mes proches qui souffrent, oui, là, on est dans autre chose, tu vois. Il y a ça. Et puis, je crois que je suis quelqu'un, alors c'est dans mon ADN, c'est dans mon identité, parce que je m'appelle Gaëlle, et Gaëlle, ça veut dire générosité. Et je crois vraiment, alors, ça peut être, parfois ça peut se retourner contre toi, mais je suis hyper généreuse. Je donne énormément. Et ça m'a toujours été rendu. Et je le fais pas pour ça, c'est-à-dire, c'est toutes les clés, par exemple, écrire le bouquin, c'est parce que j'ai dépanné quelqu'un au départ qui m'a dit, mais on va devoir parler de toi, t'as quelque chose et tout, mais moi, je l'ai fait sur mon temps. Je donne énormément de mon temps, là, ce qui est dur pour moi, c'est que là, ça prend plus d'ampleur, mon rayonnement, on va dire, même s'il est tout relatif. Donc, je me dis, je vais avoir du mal à répondre à tout le monde, mais j'essaie vraiment, tu vois, d'être à l'écoute. Et je pense que, tu vois, d'avoir toujours le cœur qui ouvre et qui donne, déjà, ça te descend un peu de ta petite personne, de ton ego. Ça te permet d'avoir une puissance et voilà, cette énergie-là, je crois. Écoute, je pense que le meilleur exemple, et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que tu viennes sur ce podcast. On n'est pas un podcast qui est énorme. Et pourtant, Gaëlle vient discuter avec nous de son parcours et moi, ça me touche énormément. Donc, merci Gaëlle. Je pense que c'est un des exemples de générosité. C'est normal parce que tu vois, quelque part, non, moi, il y a pas à me positionner au-dessus, tu vois, il y a pas, je trouve que, je sais aussi que cette démarche-là, de faire des podcasts, elle est animée par la passion, par le fait de donner du temps, et moi, je suis très respectueuse de ça, donc, il y a pas de raison, et puis c'est toujours riche, tu vois, et en fait, ça c'est vraiment, je pense, tu sais, mon passé de journaliste à la radio. J'étais dans une toute petite radio, mais très sympa. Mais bon, parfois les gens me regardaient un peu de haut, tu vois, c'est IDFM, et encore, on était sur la FM et tout ça. Hein. Et je me suis toujours dit, mais jamais de mépris pour qui que ce soit. Jamais. Et ça, tu vois, j'entends parler des petits médias, des grands médias. Pour moi, ça, c'est bullshit, quoi, tu vois, vraiment. Écoute, j'aime beaucoup ta vision parce que j'ai peut-être quelque chose de similaire où je me dis, mais en fait, tu rencontres des gens, tu vois, c'est tout. Et on oublie le reste. C'est juste des rencontres d'humain à humain. Point barre. Le reste, c'est des accessoires que peut-être la société ou peu importe va donner de la valeur par rapport à ça. Mais au final, on est juste en train de rencontrer des gens. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont des vies extraordinaires et c'est leur version de leur meilleure vie. Et je pense que c'est ça qu'il faut partager. Toi, tu as ta meilleure vie qui a ta définition. Et c'est unique à toi. Et la meilleure vie de quelqu'un d'autre, ça prendra une autre forme. Et c'est très bien comme ça. Oui, et puis inspirer, moi aussi, j'écoute beaucoup de parcours. J'adore ça. J'écoute des parcours. J'écoute des gens qui se sont plantés. J'adore écouter aussi, c'est pas les échecs là encore, mais des gens qui ont eu des épreuves et qui ont une espèce de résilience comme ça. Moi, ça me fascine parce que je me dis waouh. Et c'est dans des parcours de gens extrêmement connus.
il y a toujours ça, il y a toujours un côté dark qu'ils ont su transformer. Tu vois, moi, je suis un peu une alchimiste aussi comme ça. Je me dis ça fait partie d'un terreau qui va donner comme un lotus, quoi, la vase qui va faire pousser la fleur. Et donc je me dis, si moi j'aime ça, écoutez, peut-être que des gens seront inspirés par mon parcours dès l'instant où je suis authentique. Des choses vont résonner, des choses vont plaire, pas plaire. Mais ça va être comme une discussion et on en a besoin. Ouais, tout à fait. Et alors, je voudrais revenir sur un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'écriture. Comment l'écriture arrive? Tu as évoqué tout à l'heure le fait que c'est un peu arrivé par hasard pour dépanner quelqu'un. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à écrire 4 livres? Donc certains éditions Erol, édition Le Duc. Moi, je vous conseille évidemment « Et si l'on faisait un pas de côté » qui est le livre d'après le TEDx Danser sa vie. Je conseille aussi d'aller l'écouter, mais le livre est vraiment beaucoup plus riche, on a plus de détails et moi personnellement j'ai adoré, j'adore les histoires de vie, donc forcément ton livre est très inspirant. Donc comment cela est arrivé dans ta vie? Alors l'écriture, elle est pas arrivée, elle est là depuis le début. C'est le fait de devenir autrice qui arrive. Okay. C'est pas tout à fait la même histoire. C'est-à-dire que depuis que je suis gamine, moi, j'ai écrit des journaux intimes. J'en ai toujours un d'ailleurs. J'aime bien, parce que je trouve ça sympa de consigner des souvenirs. J'ai écrit des articles. Je continue toujours. J'écris dans psychologie positive notamment. J'ai une tribune. Enfin, l'écriture, c'est une discipline quotidienne chez moi. Ça a toujours été très important. Les études de lettres, c'est l'écriture. Mais par contre, évidemment qu'il y avait ce truc un jour, peut-être un jour j'écrirai un livre. Je me suis rendu compte que c'était aussi un rêve partagé par énormément de gens. Tu vois, t'as un enfant, planter un arbre et écrire un livre. Et ça, du coup, je pense que je n'aurais pas fait le parcours de galérienne d'envoyer des manuscrits, tout ça. J'aurais eu peur sans doute d'avoir des noms et puis de devoir tout le temps me rebondir. J'ai pas eu ce parcours-là, donc je suis très mauvaise pour donner des conseils sur comment trouver un éditeur, par exemple, même si j'en ai 4. Voilà. Par contre, un jour, une journaliste me contacte elle voulait écrire un livre sur le divorce et donc comment aider les enfants, les parents à annoncer, il y a cette notion du divorce. Et elle avait dit, j'ai besoin d'une sophrologue pour des outils très concrets. Donc c'est comme ça qu'elle m'a contactée pour mon expertise. On a beaucoup discuté. J'ai donné du temps, totalement totalement bénévole, mais parce que ça me challengeait aussi, tu vois, de trouver des exercices dans l'annonce, l'annonce du divorce, comment accompagner les parents, parce que moi j'ai vécu ça, j'ai des parents qui sont divorcés, donc ça m'intéressait beaucoup. Et finalement, son livre n'a pas été publié pour désaccord avec son éditeur, ce qui peut arriver. Mais on a eu une super relation. On a vraiment pris beaucoup de plaisir. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais Gaëlle, vraiment un truc, quoi. Je vais parler de toi. Puis, tu sais, des fois, on me dit, je vais parler de toi. Je dis que peut-être bien, peut-être que non. Elle a tenu parole, donc j'ai été convoquée par First. C'est comme ça que ça a commencé, qui m'a confié en fait une commande sur un petit guide pratique, parce que tu penses bien que moi, j'aurais jamais osé écrire un livre sur la méditation, tu vois. Est-ce que Gaëlle Piton va raconter en plus que Christophe André, Smidal et tout ça? Vraiment ce truc de légitimité. Et en même temps, au même moment, je vivais une expérience complètement incroyable en Seine-Saint-Denis où j'ai 7 ans à transmettre la méditation et la sophrologie en milieu scolaire dans un endroit où visiblement c'était pas forcément toujours attendu. Enfin, il y a beaucoup d'idées reçues et j'avais des choses à dire parce que je crois que j'arrive assez bien, si tu veux, à rassurer les gens sur la méditation, des gens qui s'en sentiraient loin parce que le contenu philosophique sur la méditation déjà les éloigne d'une pratique quand même très simple et très essentielle. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris la plume, parce qu'un éditeur te propose un truc, déjà j'ai pas dit non, donc je me souviens très bien, j'ai dit oui bien sûr, et puis quand je suis sortie, il y avait le comment je vais j'ai commencé à flipper après, mais trop tard, je m'étais engagée, donc tu vois, je me donne le but quoi. Après de toute façon, j'ai pas le choix, je l'ai fait. Et voilà. Puis ce livre a plutôt bien marché, il est dans une collection qui s'appelle C'est la vie, donc c'est la méditation, c'est la vie. Et j'ai été repérée ensuite par Très Daniel, qui aimait ce ton très clair, très simple, pédagogique, la pédagogie est loin. Et voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai 4 éditeurs différents, alors ça surprend beaucoup de gens. Je m'entends bien avec les 4, il n'y a pas de brouille, mais moi, j'aime la liberté, donc je n'appartiens à aucune maison en propre. Ça fait pas les œufs dans le même panier, ça c'est mon leitmotiv. Voilà, ça n'appartient qu'à moi, mais pour l'instant, ça me va plutôt bien, ça me réussit plutôt bien. Et donc, c'était plutôt un projet avec un écrin, quoi, une relation. Donc, voilà, First a bien porté la méditation. Très Daniel
bien porter la sophrologie. Enfin voilà. Et c'est des histoires de rencontres là encore. Ouais. Toujours, hein, on voit, ça jalonne ton parcours, hein, ces rencontres. Et c'est comme si l'impression que ça donne, c'est planter des petites graines avec beaucoup de générosité. Et puis il y a des choses qui vont pousser. Il y a peut-être d'autres choses qui vont pas prendre. Et c'est OK. Ouais, oui, je te confirme qu'il faut beaucoup pousser pour que ça prenne quand même. Ça, je tiens à le dire. Okay. Dire que la face visible, finalement, elle est un faible pourcentage de tout le travail en dessous. Mais ce qui est sûr, c'est donner, faire les choses bien alignées. Et puis, j'ai eu sur mon parcours des gens qui ont été comme des miroirs et qui m'ont donné des autorisations. Pour le livre, pour le TEDx, c'était pareil. Non, mais jamais j'aurais postulé pour faire un TEDx. Tu vois, ça, c'était dans une autre vie. Mais je sais pas, un jour, j'ai raconté mon histoire en me faisant maquiller sur un plateau de télé, tu vois, comme quoi, et je racontais Saint-Denis, les élèves, et je suis à fond. Alors, du coup, forcément, ils m'ont dit, tu sais, ça ferait un super TEDx. Et la personne qui m'avait fait un m'a dit, je vais parler de toi. Pareil, donc maintenant, quand on me dit, je vais parler de toi, je me méfie. Mais tu vois, c'est faire les choses bien alignées. Sans attente de transformer le monde en nettoyant beaucoup sa psychologie, ses zones d'ombre. Ça, par contre, je suis extrêmement exigeante avec nettoyer mon instrument de travail qui est moi, en fait. Et voilà, c'est comme ça que ça a poussé. Mais bon, je suis une grosse travailleuse quand même aussi. Hein. Je travaille beaucoup. Il n'y a pas de secret. C'est comme là, c'est vraiment encore l'artiste, tu vois. C'est que quand tu vas voir un spectacle de danse, tu ne vois pas l'effort. C'est fluide. Sauf que si tu vas voir un ballet, tout ça, ça a demandé des heures et des heures, des heures de travail. Et par contre, le résultat, le public ne doit pas sentir le travail. Ça doit être fluide. Mais c'est exactement pareil. À chaque fois qu'on voit quelque chose qui paraît simple, c'est qu'il y a eu un énorme travail derrière. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. À parler simplement même de la méditation, de la sophrologie, c'est très compliqué en fait. Il faut avoir bien intégré, incorporé, remâché, rabâché. L'écriture, tu remets ton livre plusieurs fois comme un artisan, tu refais sans relâche, tu doutes, t'as peur, t'es enthousiasmé, tu traverses un flot d'émotions et c'est la détermination quoi qui fait vraiment la différence. Ne pas lâcher et en même temps avoir la sagesse d'entendre quand c'est pas le moment aussi, tu vois. Parce que tu peux avoir une opinion, c'est ce qui m'est arrivé pour Saint-Denis. Moi, je suis arrivée la première année, je savais très bien ce que je voulais faire dans ce collège quoi. Les enseignants, les parents, tout le monde, le système école, enfin. Mais sauf que le rythme du système n'était pas le même que moi, donc il faut aussi d'écouter le rythme de l'autre. Ça, c'est important. Et alors justement, j'aimerais un petit peu qu'on touche sur le sujet des échecs. Alors je sais que tu n'aimes pas ce mot, ce qui est le cas de la plupart des entrepreneurs. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par échec ? C'est des projets qui n'ont pas eu les résultats attendus. Parce qu'un échec, quand on parle d'échec, souvent on voit la chose finale où en fait un échec c'est j'arrête et puis il n'y a plus rien après. Mais là c'est vraiment des choses où il n'y a pas eu les résultats attendus. Du coup, quelles leçons tu en as tirées et comment tu as continué ? Alors, des résultats pas attendus, j'ai pas de choses qui me viennent parce que j'ai pas vraiment d'attente. Par contre, il y a des collaborations foireuses ou qui marchent pas. Ça, oui, tu vois. Pour moi, ça rentre dans ce qui m'a. Enfin, quand tu m'évoques ça, un échec ou en tout cas traversée d'une épreuve, moi, c'est plutôt ça. Ça a plutôt été des moments où j'ai dû dire non, même si le projet semblait enthousiasmant, juteux, mais parce que je sentais qu'il n'était pas aligné avec moi. C'est pas évident de dire non. Je vais pas citer les partenaires en question, mais on te demande de faire des méditations, donc c'est super, t'as toute une liste de choses qui, de méditation, de développer, donc ça me parle, mais sauf qu'on se dit, oui, mais on va faire dire ça par des comédiens, parce qu'on travaille d'habitude comme ça, et pour moi, tu vois, tu me prends pas dans mon intériorité, dans mon intégralité, ça n'a pas de sens de faire dire un texte qui est incarné par toi par une autre voix. Parce que quand tu dis, c'est aussi ta présence, bon, des choses comme ça. Ce qui est très dur aussi et dont j'ai dû me relever, c'est les personnes qui plagient tes idées. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Parce que j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est l'intuition, si c'est que j'ai souvent un temps d'avance et je dis pas ça du tout à des fins de me valoriser parce que pour moi, c'est pas toujours évident justement. C'est-à-dire pressant des choses et je me dis, les gens vont avoir besoin de ça. Mais ça, c'est beaucoup les entrepreneurs quand même. Les entrepreneurs et les créateurs sont comme ça. Sauf que parfois, j'ai pas comment dirais-je, je me dis, c'est pas une idée, enfin, cette idée, elle appartient pas à moi et sans doute plein de gens ont fait des trucs, des tas de trucs avant moi dans ce sens. Sauf que ça gêne pas du tout certaines personnes de complètement piquer ce que t'as fait, de se réapproprier. Ça, pour moi, c'est très, très dur. C'est toujours très violent. Je me sens, on est rentré chez moi et qu'on m'a piqué un truc hyper important, tu vois. D'accord, Ça, maintenant, j'arrive à prendre la distance parce que je me suis dit, si c'est pas cette idée, tu sais, moi, j'en aurais d'autres, en fait. J'ai un truc comme ça, mais ça m'a mis dans des états de tristesse profond. Vraiment. D'accord. C'est très dur. Donc ça, voilà, c'était des trucs qui marchent pas. Est-ce que c'est lié peut-être à justement ton côté très généreux et qui se sent peut-être bafoué derrière avec de la trahison
quelque chose comme ça? Peut-être. Après, ne tient qu'à moi de pas le vivre comme ça, mais c'est pas là, c'est pas évident. Là, j'ai dû aller bosser quand même, effectivement, parce que tu y mets beaucoup d'énergie et puis. Mais en même temps, j'ai partagé ces thématiques autour de moi et je suis pas la seule à qui ça arrive. Ouais. Heureusement, protéger une idée, c'est très compliqué. Il y a des organismes qui protègent des noms, mais une idée, Et après, je me suis dit, en fait, comment je fais, c'était ta question. Bah moi, je transforme. C'est-à-dire que toutes les portes qu'on m'a fermées ou toutes les claques que j'ai pris dans la gueule, ça m'a au contraire. Alors après, un petit passage comme une petite vague, parce que sur le moment, la résilience, c'est pas le premier qui sort. Accueillir ses émotions, numéro 1, étape 1. Voilà, d'accueillir toute et cette forme de rage, parfois c'est ça, c'est vraiment plus que la colère, c'est de la rage, m'a dit, ok, bah ça me demande d'affirmer davantage encore qui je suis, parce que la façon dont tu le fais ne sera jamais la même que celle de quelqu'un d'autre. Et donc ça m'invite toujours à réaffirmer mon identité, ma singularité, me protéger aussi. Ça a été un gros travail. J'avais pas mesuré que écrire un livre, ça pouvait être aussi de se prendre des trucs très violents, des retours, des jalousies. Ça, j'ai beaucoup et c'est un sentiment que moi, je connais pas, par exemple. Je suis pas jalouse des gens qui réussissent, moi. Ils m'inspirent. Oui. Mais par contre, je sais que ça a pu être à l'œuvre, donc, mais au contraire, une fois que je le feedback, comme je te disais, avec moi-même, je me dis, ok, comment tu renforces encore plus? Comment tu ouvres encore plus ton cœur en réponse à tout ça? Ne ferme pas, ne nourris pas de rancœur, ouvre encore plus grand, plus fort. Et voilà, je crois que je transforme la rage, elle me permet de créer énormément, donc et je rebondis comme ça. Ma vie est très riche, j'ai beaucoup de chance, et je pense qu'en même temps, la chance, je suis allée la chercher par endroits. Ok, donc si tu te prends une porte, accueillir l'émotion et ensuite ouvrir son cœur, ne pas justement se fermer et transformer, ça te permet de créer encore plus et d'aller chercher encore plus loin finalement. Oui, après c'est pas sans occasionner des moments parfois aussi très durs où il y a beaucoup de fatigue, voilà, mais généralement ce down il dure pas très longtemps. Parce qu'en plus j'ai la chance d'avoir rencontré des outils qui peuvent m'aider et que je sens que quand je suis dans cette générosité, cette ouverture, d'autres choses. Si tu vois l'univers comme abondance, tu vas avoir des choses abondantes. Tu le vois comme porte fermée tout le temps, et parfois l'univers c'est très bien fermer les portes pour nous aussi. Toi, t'as envie qu'un truc marche et tu te dis c'est pas possible, c'est la loi des séries, ça fonctionne pas. Ouais, mais après tu t'aperçois, mais bien plus tard, qu'il y avait vraiment une raison. Quoi. C'est fou d'être magie là, quoi. Et ces outils dont tu parles, c'est des outils de type sophrologie, mindfulness, c'est ça? Ouais, c'est ça et plein d'autres choses. Je sais que par exemple, pour accueillir mes émotions, moi je danse. Avant, là, tu vois, avant de te parler, avant quelque chose, je danse toujours. Ah, génial. Ok. Et quand je suis triste, je danse. Quand je suis en colère, quand je suis joyeuse, et donc ça me permet de faire circuler les émotions. Alors oui, il y a ça. J'aime beaucoup me connecter à mon intuition. Là, je fais des tas de trucs. C'est des rituels. J'aime me servir des fois de petites cartes pour voir un peu comment les oracles, tu sais, comment une carte va guider ma journée, sans prédétermination, parce que je crois pas au destin tout écrit, moi. Ça, je crois pas du tout. Me nourrir en permanence et puis de tout ce qu'il y a. On a énormément accès à plein de choses. Mais oui, plutôt la présence, plutôt comprendre comment fonctionne mon esprit et comment je peux aussi lâcher toutes ces pensées, parce que des fois la personne qui se fait le plus de mal à soi, c'est soi-même. C'est les projections qu'on a sur les autres. Et comment je lâche de plus en plus avec le temps. J'ai l'impression de lâcher de plus en plus de choses. Et j'aime ça, en fait. J'aime bien ce retour un peu à la simplicité, minimaliste et voilà. Magnifique. Et quand tu regardes tout ton parcours jusqu'à présent, qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont les émotions qui viennent à toi? Ça dépend. Quand je suis dans les bons jours, je me dis waouh, quand même. Ouais. Non, je souris avec un peu de malice parce que je me dis au final, tout était déjà là. Il y a rien de nouveau. Si je regarde l'enfant que j'étais, ça, j'invite vraiment tes auditeurs à regarder l'enfant. C'était les rêves d'enfant. Tu sais, même le truc, tu voulais être astronaute. Et ça donne ton goût de l'aventure. Enfin, il y a toujours des trucs dans les rêves d'enfant. Enfin, moi, c'est ma vision, mais et les personnes que j'accompagne, ça se retrouve. C'est assez juste. Donc, je me dis, bon, il doit y avoir un fondement quand même propre qu'on peut retrouver dans chacun d'entre nous. Et j'ai l'impression de prendre cette petite fille par la main et de lui dire t'inquiète, regarde, on va y arriver, quoi. Et j'espère continuer à danser ma vie encore longtemps. Je vois pas les choses en me disant je vais être à la retraite à tel âge. Je me dis que c'est une mue, que le vieillissement ça va être, c'est déjà et ce sera sans doute une extrême expérience de maturité. Et que j'essaie de profiter au mieux chaque jour qui passe, quoi. Et donc là, on a regardé tout ce qui était derrière, tout ton chemin jusqu'à aujourd'hui. Et si on regarde devant, quels sont tes rêves pour la suite? Je suis sûre que tu as 1001 idées. J'en ai plein. J'ai plein de projets qui vont découler. Je continue à écrire, évidemment.
d'aller à la rencontre avec les gens. Je pense que je vais essayer d'oser me montrer un peu plus. L'image, c'est pas trop mon... Même si le TEDx, j'ai fait un TEDx, mais ça a été, je le raconte dans le livre, hein, quand même une bonne traversée de plein de trucs parce que c'est osé. Et en fait, j'ai encore, je crois en moi, ce côté de je suis pas timide. Les gens rigolent parce qu'ils me trouvent hyper extravertie, mais au fond de moi, ça me demande d'oser. Donc, je crois que j'ai envie d'oser encore plus, d'assumer complètement cette énergie, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ça qui parle le plus aux gens. C'est, tu diffuses corps, esprit, quoi, les deux. Et donc, je pense que je continuerai à entrer dans la lumière davantage, parce que c'est ce que j'ai commencé à faire et je pense que c'est vraiment ma place pour inspirer l'autre. Ça, c'est vraiment de me dire, de le faire plus grand. C'est juste ça. Et les livres, c'est ce que ça permet, c'est-à-dire de toucher plus de gens, plus grand. Moi, j'ai un peu le rêve de changer le monde, si tu veux, donc, et d'essayer. Ça, c'est eux en changeant. Et dans cette époque-là, je me dis, tu sais, dernièrement, on m'a fait une réflexion qui m'a d'ailleurs inspiré un article qui paraîtra bientôt. Comme je sors toujours avec mes jupons, mes bandanas en pin-up, je suis souvent lookée j'adore. Personnage qui est pas du tout un personnage de femme ingénue, c'est vraiment la femme forte, la femme puissante et la femme joyeuse aussi, parce que je suis profondément ça. On m'a fait la réflexion de me dire, est-ce que je trouvais pas ça finalement très superficiel en ces périodes de guerre et de crise de faire tourner mes jupons. Et j'ai répondu à cette personne, j'étais un petit peu genre, en me disant, voilà, il y a un électrochoc, un truc, et ça, une création, tu vois, parce que c'est hyper violent, en fait, de se prendre ça au final. Et je lui ai dit, je pense que c'est la chose la plus difficile à faire et que c'est presque un acte de résistance, mon bandana. Et voilà. J'aurais été curieuse de connaître l'avis de cette personne. Est-ce que ça veut dire qu'en temps difficile, il faut tous s'habiller en noir et avoir des mines tristes? Est-ce que c'est ça? Je pense que ce que cette personne voulait dire par là, c'est que on est baigné dans ça et que finalement c'est plutôt ça le mood collectif. Et que voilà, et que effectivement, et moi ça m'a fait vraiment réfléchir sur à quel point on peut être conditionné à réfléchir comme ça aussi, tu vois. Et que lui c'était très confrontant pour lui, mais il s'est pas posé une seule minute la question de savoir ce que ça m'avait demandé d'aller chercher à l'intérieur pour affirmer ça, tu vois. Que je pense qu'effectivement la joie elle est encore là, évidemment, et que c'est maintenant que c'est important d'aller la chercher. Je suis tout à fait d'accord. C'est d'autant plus important dans les moments difficiles d'aller chercher justement des choses qui sont plaisantes, une énergie positive. Parce que sinon, alors quoi, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on devient tous moroses et tristes et dépressifs. Je crois pas que ce soit la voie pour sortir des temps difficiles. Et puis que si tu vois vraiment les parcours de personnes inspirantes, moi j'adore écouter, comme je te disais, ce genre de parcours. C'est quand même des gens qui ont bien traversé des épreuves, en fait. Dites-vous toujours ça. Quand vous voyez quelqu'un qui rayonne, il y a toujours le pendant quand même de qu'est-ce qu'il a traversé pour arriver à toucher sa lumière. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en fait. Alors, et quand j'ai ce retour d'un peu, le truc un peu superficiel, je me dis, ouais, au fait, là, peut-être tu vas refaire un petit tour de roue parce qu'il y a des choses que t'as pas compris, quoi. Non, mais c'est vrai, c'était hyper violent. Ouais, mais ça veut souvent dire plus de choses sur la personne qui pose la question que sur nous-mêmes, en fait. Parce que, nous, on est juste nous, en fait. Et résultat, tu vois, il m'a inspiré un article, je me suis dit, super. Génial. Ouais, je vais écrire sur mon bandana. Alors Gaëlle, je vais te poser la dernière question signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs qui écoutent ce podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur version de leur meilleure vie? Là, je m'arromage parce qu'il y a une grande responsabilité. Mais de cœur à cœur, je leur dirais, c'est possible. Déjà, c'est possible pour chacun d'entre nous. Alors, meilleure vie, sans vous mettre la pression, là encore, je le comprends pas comme ça. De toute façon, quand tu dis meilleure vie, je comprends ce qui nous fonctionne pour nous. Donc, je leur dirais, c'est possible. Et je les inviterai à se poser la question, qu'est-ce qui dépend de vous? Voilà. Par exemple, si vous rencontrez une situation où vous n'êtes pas bien dans votre job, ou vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, parce que vraiment, je crois que chacun d'entre nous le sent. Ça, c'est le corps, le corps ne ment jamais. Faites confiance. On a une machine intégrée hyper puissante. Mais quand ça se produit, dites-vous, qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation, plutôt que d'aller faire porter la responsabilité en face, même si bien sûr, en face, sans doute, ça porte une grande responsabilité. Mais revenez à vous, qu'est-ce qui dépend de moi? Et c'est là que vous allez trouver les leviers d'action pour votre propre liberté. Et c'est la phrase que je dis à la fin du TEDx, c'est même dans l'environnement le plus contraint. J'ai accompagné et je continue à accompagner des gens en extrême souffrance. Je ne suis pas cette sophrologue de la bobotitude, de je ne sais quoi. Non. Sachez que même dans le plus contraint des situations, il y a toujours des choses qui dépendent de nous. C'est-à-dire, même dans la prison la plus fermée, il y a quand même des choses qu'on peut créer. Et il suffit de faire le premier pas, par contre. Donc ça, après, ça demande un peu de travail, oui. Mais voilà, j'aimerais rassurer
rassurer, donner confiance que c'est possible et que la vie passe vite, donc que le bon moment, c'est maintenant. Magnifique, le bon moment, c'est maintenant. Donc, on va laisser les auditeurs sur ces mots-là. Alors, Gaëlle, tu as écrit 4 livres que je conseille évidemment à tous nos auditeurs. On peut te retrouver aussi sur le TEDx. Donc, il est disponible sur YouTube gratuitement. C'est le TEDx qui s'appelle « Danser sa vie ». Allez l'écouter. Tu es aussi sophrologue, tu as un cabinet à côté de Paris. Est-ce que tu peux peut-être rappeler l'adresse ? Alors, j'ai un cabinet à Taverny, dans le Val en 95, mais j'accompagne énormément, et ça depuis le confinement, ça a changé aussi de pratique, par visio, et ça fonctionne très bien, et je trouve ça génial de se dire que maintenant, les gens qui ne sont pas géographiquement proches de moi peuvent quand même me choisir pour un accompagnement. Donc voilà, j'ai un calendrier avec les 2 possibilités, voilà, on trouve facilement sur mon site qui est gaellesofrocoach.com, sinon là, ça centralise tout. Et puis, j'ai commencé une émission de télé qui s'appelle Danser sa vie, où je fais intervenir des personnes inspirantes de la danse, du spectacle vivant et du développement personnel. Voilà, tu vois, je rejoins les 2 parce que ce sont vraiment des secteurs qui communiquent et qui ont beaucoup à partager. Voilà, donc au plaisir d'échanger. Eh bien, merci beaucoup, et je mettrai évidemment tous les liens vers ton site et vers tes différents services sur la description de la vidéo. Merci beaucoup, Gaëlle. Ce fut un honneur de t'avoir sur le podcast. Plaisir et honneur partagés. Merci beaucoup, et merci à toutes et tous de votre écoute. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.